Tout le monde sait que la dette française est absolument abyssale, mais on a du mal à se représenter à quel point elle l'est. L'État est endetté de 3 500 milliards d'euros. Et donc, par définition, c'est les Français qui sont endettés, parce que ça représente environ 52 000 euros par Français. C'est un véritable hold-up. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue de s'endetter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus, au lieu d'essayer de régler les déficits publics. Et il y a des méthodes simples pour le faire. Et j'ai aujourd'hui réalisé un PDF et un projet de fiscal, une refonte fiscale et du système quasiment politique français pour permettre de régler la dette et en même temps essayer de conserver le pouvoir d'achat des Français, de ne pas trop impacter les retraites. J'ai essayé de faire au mieux et je vais vous présenter ça dans un instant. Et vous verrez qu'en réalité, c'est possible de sauver la France, de sauver l'épargne des Français, de sauver nos retraites, à la seule condition d'avoir une réelle volonté politique de le faire et de vouloir protéger les Français. Malheureusement, nos élites sont corrompues et donc ils ne le font pas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce document et juste avant, je vais vous inviter à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo et à partager la vidéo à des amis qui seraient susceptibles de l'aimer et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci à vous et à tout de suite. Juste avant de commencer, petit fun fact, il est actuellement 4h du matin, j'arrive pas à dormir et donc je me suis dit autant shooter la vidéo maintenant. Je devais le faire normalement plus tard dans la journée, mais on va le faire maintenant. Alors, j'ai déjà fait une vidéo similaire il y a quelques mois de cela qui consistait à payer les intérêts de la dette et pouvoir commencer à rembourser tout doucement notre dette. Le problème, c'est que je ne suis pas allé assez en profondeur. La raison, c'est que je voulais juste par un petit exercice simple, via quelques petites économies qu'on peut faire ici ou là, commencer à rembourser notre dette, à condition d'avoir une volonté politique. Là, je vais aller beaucoup plus loin. Je veux non seulement endiguer la dette, mais avec ce programme, je veux relancer la croissance, redynamiser l'économie et faire baisser les charges le plus possible, faire baisser les impôts le plus possible sur les Français, sur les entrepreneurs, sur les entreprises, sur en fait tout le monde, pour que les gens ne soient plus pris à la gorge comme ça par notre État français qui nous veut du bien, comme on le sait bien. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Vous trouverez le lien du PDF dans la description. Si vous souhaitez le suivre avec moi, téléchargez-le et puis vous pouvez suivre les informations avec moi. Alors là, vous avez le sommaire. Donc on va commencer par le système fiscal, la refonte du système fiscal avec toutes les taxes qu'il y aura dedans. Donc les économies budgétaires que j'ai réussi à faire. On va nationaliser certaines choses et l'État va essayer de générer de l'argent ici ou là. Donc ça, c'est le point numéro 3. Point numéro 4, nouvelles ressources souveraines. Il y a beaucoup de ressources en France qui ne sont pas exploitées et c'est du gaspillage. Les mesures démographiques et impact budgétaire, on va voir ça, vous verrez, c'est un impact assez énorme. Fondations et subventions supprimées, ne vous en faites pas, ce n'est pas ce que vous croyez. Taxe luxe européen coordonné, vous verrez, parce que j'ai aussi un plan potentiel avec d'autres pays membres de l'Union européenne. Taxe de séjour palace, bon ça c'est un autre point. Vision stratégique souveraine, estimation de croissance, évolution de la dette sur 20 ans et un petit tableau récapitulatif. Bon allez, on est parti sur le point numéro 1. J'ai revu tout le système de taxes en France et j'ai baissé drastiquement les impôts. La première chose que j'ai fait, c'est retirer la TVA pour les produits de première nécessité, donc nourriture, énergie de base, médicaments, etc. etc. Le taux est à 0. Voilà, plus de TVA sur ces produits-là. Pour faire chuter les prix, parce que y a plein de Français qui ont du mal à finir les fins de mois. C'est inacceptable, voilà, c'est inacceptable de taper 20% sur des Français qui galèrent tous les jours au quotidien. Il y a des gens, ils peuvent même pas partir en vacances, ils peuvent pas aller au restaurant, ils peuvent rien faire parce que leur train de vie leur coûte trop cher. Et donc c'est pas acceptable. Donc j'ai mis ce taux à 0%. Ensuite, la TVA sur le reste est à 20%. Voilà, donc tout le reste est à 20%. Là-dessus, ça ne change pas. Et ça permet de faire rentrer à peu près 130 milliards d'euros.
Et j'ai mis une TVA majorée de 50% sur ce que j'appelle les vices. Donc tabac, alcool, alcool fort, enfin pas tous les alcools, alcool étranger, d'accord? Tous les alcools étrangers sont taxés à 50%, et notamment les alcools forts. La pornographie, les jeux d'argent, les sodas, les fast-food ultra transformés, tous ces produits de merde, en fait, excusez-moi du terme, qui pourrissent l'humain, eh ben, je les taxe à 50%. Voilà. Et donc, ça rapporterait environ 25 milliards d'euros. Et ensuite, je supprime la détaxe des étrangers. Je trouve pas ça normal que les Français se font allumer la tronche avec des TVA à 20% et que les étrangers, eux, ne payent pas de TVA. Non, je suis pas d'accord. Tous les produits achetés en France doivent être soumis à TVA. Donc les étrangers, les touristes ne sont plus soumis à des taxes, en sachant que on sait qu'ils utilisent à fond la détaxe. C'est que les riches qui vont chez Hermès, Gucci, qui vont chez l'Europiana, etc. Et ils profitent de la détaxe alors qu'ils sont ultra blindés. Hein. C'est eux qui profitent du gros de la détaxe. Donc il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas à 20% près, ces gens-là. Croyez-moi, je bosse dans un milieu où je côtoie des gens assez fortunés. Ça ne leur fera ni chaud ni froid et ça baissera pas la consommation des étrangers sur le territoire. Enfin, vous en faites pas. Les gens en plus qui viennent en vacances en France, généralement, c'est des gens qui ont quand même des moyens. On est un pays très cher pour le tourisme. Hein, on va pas se mentir, les hôtels, c'est hors de prix. Hein. Vous allez à Paris, vous allez à Nice, vous allez à Cannes, vous allez dans tous les endroits un peu visités en France. Tous les hôtels sont hors de prix, les restaurants pareil. Les boutiques, voilà, vous le vivez au quotidien, donc vous vous en rendez bien compte. Donc l'impôt sur le revenu est simplifié. Je détaxe d'impôt sur le revenu les gens qui sont en dessous de 5 000 euros par an. Et même en fait, en fait c'est un impôt progressif, mais beaucoup plus doux que ce qu'on avait avant. Mais en fait, c'est pas que ceux en soi qui gagnent moins de 5 000 euros par an. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vos 5 000 premiers euros gagnés sont pas taxés. Ok ? De 5 000 à 15 000 euros, vous êtes taxé à 5%. De 15 000 à 30 000 euros, sur cette tranche-là, on applique 10% de taxes. Sur 30 000 à 60 000 euros, on applique 15% de taxes, mais juste sur cette tranche, on est d'accord. Et ceux qui gagnent plus de 60 000 euros par an sont taxés à 20%. Et c'est, entre guillemets, l'impôt max. On ne va pas au-delà de 20%. Pourquoi j'ai choisi d'abaisser drastiquement l'impôt sur le revenu ? La raison est très simple. C'est que je ne veux plus d'évasion fiscale. Je ne veux plus de mecs qui partent à l'étranger. De toute manière, le pognon, on le récupérera autrement. Ne vous en faites pas. J'ai une petite idée en tête et je vous la montrerai tout à l'heure. Mais voilà, je veux absolument éviter au maximum que des millionnaires, des entrepreneurs, des milliardaires quittent la France à cause de l'impôt sur le revenu qui est beaucoup trop fort. Voilà, c'est pour les maintenir chez nous. Et donc voilà, c'est la raison principale. Et à terme, j'ose espérer qu'une mesure comme celle-ci permettrait à des entrepreneurs de revenir s'installer en France et de contribuer fiscalement à notre beau pays. Par la suite, ça c'est les impôts sur les sociétés. J'ai décidé d'appliquer 20% sur les bénéfices des entreprises. Et sur les entreprises étrangères, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du pognon en France et qui ne payent pas d'impôts. Alors, toutes les entreprises qui ont une activité commerciale en France payent l'impôt sur les sociétés comme tout le monde à hauteur de 20% et il n'y a pas moyen d'esquiver. Voilà, là-dessus, je serai intransigeant. Il faut récupérer jusqu'au moindre centime qui est généré grâce à la France, grâce à la consommation des Français, grâce à notre dur labeur. C'est tout à fait normal. Voilà, donc là, les cadeaux comme ça qu'on fait à Amazon, Netflix et tout ça, c'est terminé. Les taxes sur l'énergie. Vous savez que l'énergie en France est actuellement ultra taxée. Sur, je ne sais pas, 2 euros le litre d'essence, en réalité, vous avez 1,20 € de taxes. D'accord ? C'est énorme. Et bah, moi, je baisse ces taxes-là et je mets 5% sur la consommation électrique. Il faut savoir qu'actuellement, la consommation électrique est à
15,5 ou 20%. Enfin, c'est entre 15 et 20%, ils l'ont augmenté l'été dernier. C'est juste aberrant. Bah, je la remets à 5. Et sur l'énergie fossile, je mets 20%. C'est beaucoup moins, croyez-moi, c'est beaucoup moins que ce qui est prélevé actuellement par l'État. Et donc ça générerait à peu près 22 milliards d'euros. Dividendes et revenus financiers. Donc là, on rentre dans d'autres types de revenus qu'en fait que l'impôt sur le revenu. Là, c'est voilà, tout ce qui est dividendes. Donc les revenus financiers et dividendes sont taxés à 5% pour ceux qui font moins de 5 000 euros par an. Donc ça représente à peu près 2 milliards. Sur ceux qui génèrent plus de 5 000 euros par an, on est sur du 20% à hauteur de l'impôt sur le revenu. Okay, les plus-values immobilières hors résidence principale, d'accord, sur votre résidence principale, si vous faites une plus-value, vous ne payez pas d'impôt. Mais donc sur les plus-values immobilières hors résidence principale inférieures à 5 000 euros, je taxe à 5%. Et sur les plus-values au-dessus de 5 000 euros, on taxe à 20%. Ça nous permettrait de récupérer environ 15 milliards d'euros. Taxes sur l'héritage, donc je les ai revus à la baisse. Donc tout ce qui est cash et produits financiers, on taxe à 20%, ce qui est moins qu'actuellement. Immobilier et biens jusqu'au prix moyen national étaient exonérés d'impôts. Et donc, au-delà, on taxe à 20%. Donc, ça fait à peu près 11 milliards. Et on ne vous prend pas 50% ou je ne sais combien, comme le fait actuellement l'État qui vole les Français et qui vole même les morts. Voilà. Alors, pourquoi je garde aussi la taxe sur l'héritage ? Certaines personnes sont contre cette taxe. Moi, j'estime qu'on doit taxer sur l'héritage pour la simple et bonne raison que je ne comprends pas pourquoi on taxe les gens qui produisent de la valeur, qui travaillent et qui entreprennent, et pourquoi on ne taxerait pas un héritier, quoi, qui n'a pas travaillé pour avoir cet argent. C'est absurde, donc moi je veux un système équitable, et comme vous voyez, je suis quand même assez clément, hein, je tape au même niveau que l'impôt sur le revenu, et je pourrais taper plus fort. Hein. Donc, autres taxes et prélèvements. La flat tax sur les imports hors Union européenne, je la mets à 5%. C'est plus faible que ce que fait la France sur beaucoup de pays, pour la simple et bonne raison que les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et que quand je vois des taxes comme ils ont fait là sur les produits chinois à 2 euros par produit, alors si tu achètes un petit truc à 1 euro sur AliExpress, tu as 2 euros de taxes plus ta livraison. Donc en fait, ça te revient au triple ou quadruple du prix. Ça n'a aucun sens. Les Français, comme j'ai dit, ils en peuvent plus. Financièrement, ils sont dans la merde. Et donc, c'est pas aider les Français que de défoncer leur pouvoir d'achat. Donc, je mets 5% seulement sur les imports étrangers hors Union européenne. En revanche, je mets une taxe douanière sur les produits agricoles étrangers produisables en France de 40%. Et même pour les pays membres de l'Union européenne. Ça semble absolument énorme. Ce sera sûrement un point de friction avec l'Union européenne. Mais là-dessus, je suis comme les Suisses. J'estime que l'agriculture est un secteur stratégique du même niveau que la défense, que du même niveau que le système de logistique, ports, autoroutes, entrepôts, etc. C'est vital. C'est vital. Un pays qui dépend d'exportation pour l'alimentation nationale, à la moindre crise de famine, comme ce qui pourrait arriver avec le détroit d'Ormuz, vous savez qu'il y a, je crois, 20% ou 30% des engrais de toute la planète qui passent par ce détroit et qui sont bloqués. Donc on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait une pénurie pour une raison X ou Y. Et donc c'est mettre en danger la nation. Donc je veux faire du protectionnisme uniquement sur ce secteur qui me semble vraiment vital. Je veux être souverain là-dessus. Et c'est aussi pour soutenir nos agriculteurs qui galèrent tous les jours. Ils ont un taux de suicide qui est absolument énorme. La France les laisse crever. C'est pas acceptable. Donc on empêche la concurrence déloyale avec des taxes extrêmement élevées. Voilà. Vous voulez acheter un kilo de pommes français, par exemple, je vous dis un prix au hasard, à 2 euros le kilo. Et si vous l'achetez à l'étranger, ça vous coûtera 40% plus cher. Voilà. Et ça me semble normal. Et pourquoi pas même mettre encore plus fort, hein. Pourquoi pas, hein. Donc, visa d'entrée non européen. Alors,
je mets un visa à 50 euros par personne. Voilà, tous ceux qui ne sont pas de l'Union européenne, peut-être qu'on fera quelques exceptions avec des pays avec lesquels on s'entend bien. Mais globalement, je veux faire payer les visas à hauteur de 50 euros. Ça nous rapporterait un peu plus de 2,5 milliards d'euros par an. Notamment voilà, les visas de tourisme, en gros. Les taxes de séjour pour les villes de plus de 100 000 habitants sont à 5 euros par jour et par personne. Voilà, ça rapporterait environ 1 milliard 500 millions. Alors je sais pas pourquoi il m'a pas mis dans mon, parce que je l'ai fait faire par, j'ai fait mettre en page le PDF par l'IA, mais il m'a pas mis. En fait, il y avait aussi la taxe de séjour pour les villes de moins de 100 000 habitants. À savoir que ça concerne que les étrangers, hein. Ça concerne pas les Français. En gros, c'était 3 euros par jour et par personne, et donc ça rapporterait à peu près 1 milliard d'euros. Voilà. Visa étudiant, 300 euros par an et par personne. Ça rapporterait 300 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Les cartes grises, 80 euros par chevaux fiscaux. Impôt foncier, résidence secondaire. Je supprime les impôts fonciers sur la résidence principale. Je trouve pas ça normal que les gens se crèvent le cul à épargner pour avoir un apport. Ils prennent des crédits sur lesquels ils payent des intérêts. En plus, ils payent évidemment les taxes à l'achat de leurs biens immobiliers. Et en plus, ils doivent payer un impôt tous les ans à l'État. Donc en fait, on est toujours locataire, on n'est jamais propriétaire. Hein, parce qu'au final, tu payes toujours une espèce de, comment on pourrait dire, une espèce de loyer à l'État français. C'est inacceptable. Donc je l'ai mis que sur les résidences secondaires et je suis assez clément. 5 euros par mètre carré habitable, ça revient à un peu moins de ce que les Français se font allumer actuellement par l'État en impôts fonciers. Donc voilà, 1,5 milliard avec cette mesure. Impôt sur le passeport et expatriation. Alors, il a mis, d'après les calculs que j'ai faits via l'IA, ça pourrait faire rentrer 400 millions d'euros, mais j'y crois pas. Pour moi, ce sera beaucoup plus. Je pense qu'on parle en plusieurs milliards. En gros, c'est faire un système à l'américaine. Tu es français, tu as un passeport français. Peu importe où tu te trouves dans le monde, on te taxera. Tu paieras tes impôts à la France. On s'en fout que tu es à Dubaï, que tu es je ne sais où, machin. On ira te faire payer les impôts en France. Et si tu n'as pas envie de payer, on va geler tes avoirs. Et on va pas s'embêter la vie. Voilà. Donc, plus d'évasion fiscale possible. Pourquoi je mets cette mesure qui semble quand même assez extrême ? Parce que je suis gentil. Comme vous pouvez voir, j'ai baissé à fond les impôts sur le revenu. Mais à fond. J'ai baissé à fond les impôts sur les dividendes, etc. Mais par contre, il faut jouer le jeu. Les gars, les riches, je vous baisse vos impôts, mais vous jouez le jeu, vous payez vos impôts chez nous. Et je vous laisserai pas le choix de toute façon. Et le truc, c'est que certaines personnes vont me dire « Ouais, mais ils peuvent abandonner la nationalité française pour plus être taxés. » Eh ben non, si tu as la nationalité française, tu ne peux pas par toi-même la rejeter. Voilà. Tu as ton passeport français, tu le gardes à vie. Il n'y a que l'État qui peut t'enlever et faire une déchéance de nationalité. Mais ce ne sera pas de ton propre chef. Voilà, c'est ça l'idée. Comme ça, les planqués, ils pourront plus se planquer nulle part sur la planète. Donc, le plus gros point, le plus important en fait, c'est les économies budgétaires que l'État ne fait pas. Et ça va nous faire économiser des centaines de milliards d'euros. Et c'est le cœur en fait de ce projet économique. Parce que, comme vous avez vu, j'ai baissé les taxes, j'ai baissé la fiscalité, j'ai baissé tous les impôts. Mais par contre, en face de ça, il faut que je puisse alimenter l'armée, alimenter l'éducation, la santé, les retraites, etc. Donc, on doit faire des économies. Il faut tout simplement couper dans le lard, comme on dit. Et donc là, très gros programme à ce niveau-là. Donc, j'arrête totalement l'immigration extra-européenne, hors exception, c'est-à-dire Canada, USA, Japon, Chine, Corée, Russie. Voilà, des pays où on n'a pas de problème d'immigration, que ce soit en insécurité, que ce soit avec le chômage, etc. Mais tout ce qui est Moyen-Orient, évidemment, exception
des Émiratis qui viennent dépenser des millions à Paris, ok. Mais je veux dire, Afrique du Nord, Afrique, etc., Bangladesh, Pakistan, Inde, tous les pays avec lesquels on a des problèmes d'insécurité ou des problèmes de chômage, etc., eh ben, on arrête totalement l'immigration, ça veut dire zéro. Zéro immigration. Donc, arrêter l'immigration de ces pays-là nous ferait économiser à peu près 5 milliards par an. Donc avec les hébergements, l'intégration, toutes les choses comme ça. Et je mets une autre mesure. Si vous n'êtes pas français, que vous n'avez pas la carte nationale d'identité française, vous n'avez le droit à aucune prestation sociale. La France, c'est pas Emmaüs, hein. On n'est pas une association, on est un pays, on galère, on peut plus se permettre d'aider toute la planète comme ça à nos frais gratuitement. On peut plus faire ça. C'est beau sur le principe, mais on peut pas. Donc, si vous n'avez pas une carte nationale d'identité, vous avez le droit à rien. Pas de RSA, pas de chômage, pas d'APL, pas de compléments de revenus divers, d'allocations familiales, d'éducation gratuite, de soins de santé gratuits, rien. Vous n'avez le droit à rien. Vous vivez à vos frais, avec le fruit de votre travail ou avec votre rente ou ce que vous voulez, mais vous n'avez le droit absolument à rien. Donc ça fait économiser 15 milliards d'euros. Et je parle bien de carte nationale d'identité française. Si vous avez un titre de séjour ou je ne sais quoi, vous n'avez le droit quand même à rien. Voilà, c'est tout. Ces aides sont là pour les nationaux. Basta. Déchéance de la nationalité. Et lorsque vous êtes déchu de la nationalité française, on arrête toutes les aides. Alors, à qui je vais enlever la nationalité? C'est ça le point le plus important. Eh bien, je vais l'enlever à tous les délinquants, à tous les criminels, toute personne ayant acquis, je parle bien d'ayant acquis durant sa vie, bien sûr, droit du sang, hein, mais toute personne ayant acquis la nationalité française et ayant ne serait-ce qu'une mention sur le casier judiciaire, on retire la carte nationale d'identité, on le renvoie chez lui et il n'a plus le droit à rien. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas à s'emmerder avec des gens en qui on a fait confiance, d'accord, qu'on a aidé et qui, pour nous remercier, commettent des crimes et des délits. C'est quand même délirant, on est le seul pays à faire ça. Je veux dire, non, c'est pas acceptable. On t'accueille chez nous et toi, pour nous remercier, tu fais des crimes, tu fais des délits, c'est pas acceptable. Donc pour toute personne ayant acquis la nationalité française, ayant commis des crimes ou des délits, déchéance de la nationalité automatique et plus d'aide. École payante pour les étrangers. Écoutez, faut arrêter de tout simplement de payer pour toute la planète de l'éducation gratuite. Ça coûte un rein. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Vous allez aux États-Unis, ils vous allument la tête. Hein. Vous allez à Boulder, la fac de Boulder, c'est 50 000 $ l'année si vous êtes étranger. Voilà. Donc, moi, je vais faire payer environ 30 à 40 000 euros par an et évidemment par étudiant qui voudrait venir étudier chez nous à l'américaine, voilà, et donc ça rapporterait environ 10 milliards d'euros. Donc expulsion administrative. Alors ça c'est le point le plus sulfureux. Donc avec toutes ces mesures, on va expulser beaucoup de gens et ça représente entre 4 et 5 millions. Entre 4 et 5 millions de personnes. Donc, comment financer ça? Parce que ça a un coût en fait qui est énorme d'expulser des gens. On laisse un délai de environ 1 mois pour les gens qu'on va mettre sous OQTF pour quitter le territoire de leur plein gré, ok, avec de leurs propres moyens. Je veux dire, ils financent leur expulsion. S'ils jouent le jeu, ils peuvent garder tous les biens et l'argent qu'ils ont acquis en France. D'accord ? Donc, le cash sur les comptes, les assurances vie, etc. Ils peuvent récupérer le pognon et on leur fait un petit virement dans un compte local de leur pays, ok ? De pays à pays. S'ils ne jouent pas le jeu et qu'ils décident de ne pas quitter le territoire, on gèle les avoirs et les avoirs serviront à payer les expulsions pour que ça nous coûte que dalle du coup. Et aussi pour réinjecter dans la dette. Voilà, le surplus sera réinjecté dans la dette. Donc ça représente environ 14 milliards d'euros. Alors, réforme institutionnelle et fonction publique. Donc ça, c'est un gros morceau aussi. Tous les postes qu'on peut digitaliser, qu'on peut remplacer par de l'IA, on le fait sur 5 ans. Voilà. Et ça nous rapportera environ 20 milliards
d'économie. Alors les gens vont me dire, mais t'es horrible, tu vas foutre des fonctionnaires à la porte, etc. Oui, mais écoutez, regardez, juste en dessous. Il y a 4 à 5 millions de personnes qui vont quitter le territoire dans les horizons de 2 ans. D'accord? Donc 4 à 5 millions de personnes, ça va faire énormément d'emplois en moins. Peut-être, je ne sais pas, dans cette population, combien de personnes travaillent. Admettons que ça représente 3,5 millions de travailleurs. C'est-à-dire qu'il y aura 3,5 millions, 4 millions de postes à pourvoir. Donc, les gens de l'éducation, les gens de la fonction publique seront recyclés dans le secteur privé juste au-dessus. Okay. Suppression des postes de hauts fonctionnaires sans mission réelle. Vous savez, tous ces postes de planqués, conseillers, de machin chouette régional, de trucs, de personnes, c'est à quoi ils servent et qui gagnent une tonne d'argent, parce qu'il y a des postes à 200 000, 300 000 euros bruts par an dans ces postes-là. Eh ben, on les supprime et ça ferait économiser 1,2 milliard. On plafonne les salaires des fonctionnaires à 150 000 euros bruts par an. Ça me semble quand même très correct. Et rien que cette mesure, et j'ai été choqué de voir combien ça pourrait rapporter, ça rapporte 2,4 milliards d'euros. Je ne savais pas qu'il y avait autant de fonctionnaires qui touchaient plus de 150 000 euros bruts. C'est énorme. Suppression du Sénat. Donc là, il faudra changer la Constitution pour faire ça. En fait, pour appliquer ce programme, il faudrait limite faire une 6e République. Parce que là, du coup, ça devient, entre guillemets, anticonstitutionnel. Mais pourquoi je veux supprimer le Sénat? Pour la simple et bonne raison que c'est un doublon de l'Assemblée nationale, ça sert à rien. Donc autant le supprimer. On vendra le bâtiment à un hôtel particulier. On vendra ça à LVMH ou on vendra ça à Four Seasons ou je ne sais pas quoi. Puis on fera un joli hôtel à la place ou on fera un musée qui apportera plein de touristes. Voilà. Et donc ça nous rapporterait, ça nous ferait économiser un demi-milliard par an. Je limite l'Assemblée nationale à 1 député par département plus 1 suppléant. Donc ça ferait 101 députés avec 101 suppléants et ça nous ferait économiser environ 300 millions d'euros. On a 47 ou 45 ministères en France. On a des ministères mais qui servent absolument à rien. Mais absolument à rien. Des ministères mais futiles. Eh ben, on les supprime et on n'en garde que 12. On garde les 12 ministères les plus essentiels. Ça nous ferait économiser quand même un bon demi-milliard d'euros chaque année. On arrête de faire payer des impôts aux fonctionnaires. C'est complètement illogique. L'État vous paye et vous rendez une partie de l'argent que vous avez donné à l'État. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est supprimé et ça nous fera faire des économies administratives à hauteur quand même de 500 millions d'euros. C'est pas rien. Alors, retraite et chômage. Je vais temporairement devoir décaler l'âge de la retraite encore. Mais on n'a pas le choix. Je sais que c'est une mesure qui est hyper impopulaire, je le sais. Mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on nous a collé un système de merde. Et bah, on est obligé d'en payer le prix. Et moi le premier, parce que je vais être inclus là-dedans. Mais il n'y a pas le choix. C'est soit ça, soit on crève. Et là, il faut faire l'économie du moindre milliard. Donc je mets que 6 mois, d'accord, je ne vais pas vous repousser jusqu'à 67 ans. Ça fait économiser quand même 5 milliards par an. La retraite est recalculée sur les 50 meilleures années de la carrière. Ça fait économiser 8 milliards en plus. Je sais que ça va être aussi impopulaire, mais encore une fois, on n'a pas le choix de le faire. Enfin, cette mesure-là sera moins dramatique, je pense, que ce qu'on pourrait croire, parce qu'à mon avis, avec la croissance économique et la relance, les salaires vont remonter drastiquement. Okay, donc au final, on ira à la retraite dans de meilleures conditions, très probablement. Suppression des retraites cumulées. Voilà, les mecs qui ont je ne sais combien de retraites, on arrête les conneries. Et on a une seule retraite, on prend le salaire, le revenu le plus haut, voilà, on se base là-dessus. Et on a une seule retraite. On arrête les conneries. Plafonnement des retraites à 3,5 fois le SMIC net. Ça fait 4 900 euros par mois. Voilà, on plafonne les retraites. Donc là, c'est une mesure qui touche uniquement les plus riches. Voilà, ça ne touche pas les pauvres qui galèrent, qui ont du mal. Je sais qu'il y a des retraités parce que j'ai eu une vague, on va dire, de gens
assez énervé dans ma dernière vidéo et mes derniers shorts et TikTok, ce que je peux comprendre. Et c'est évidemment, je sais qu'il y a des retraités qui ont beaucoup de mal à finir les fins de mois, et c'est pas eux que je veux viser. Moi, je veux pas toucher sur le pouvoir d'achat des Français les plus pauvres. C'est pas du tout mon objectif, justement, c'est tout à fait l'inverse que je veux faire. Moi, je veux défendre les Français de la classe moyenne et les Français les plus pauvres. Même si des fois, pour aider les plus pauvres, il faut faire des concessions aux entreprises et aux riches, parce que par ricochet, ça recoule ça coule en fait sur les classes les plus démunies. Enfin bref, c'est long à expliquer, mais globalement, je plafonne la retraite de l'État, en tout cas, à 4 900 € par mois. Donc ça fait économiser quand même 7,5 milliards. Et ensuite, on change progressivement de système de retraite et on passe en capitalisation. Alors comment on va faire ça ? Chaque nouveau entrant sur le marché du travail, donc c'est chaque année, aura 5% de sa retraite qui ne sera pas pris en charge par l'État. Et ainsi de suite. Donc tous les ans. Donc en gros, en 20 ans, au bout de 20 ans, toutes les générations qu'il y aura après 20 ans seront en système de retraite uniquement par capitalisation. Je vais vous faire un de ces quatre, une vidéo, vous en faites pas, sur le système de retraite par capitalisation, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ce système, qui disent que c'est très volatile, et que, admettons, si on a 45 ans, ou 50 ou 55 ans, qu'on a, admettons, capitalisé, je sais pas, 600 ou 800 000, 1 million d'euros, et qu'il y a une grosse crise financière, et qu'on perd 20, 30, 40% de sa retraite juste avant de partir, et bah, c'est très emmerdant. C'est vrai, mais c'est une lecture qui est beaucoup trop facile en fait, dans le sens où ces gens-là prennent à chaque fois le marché des actions, et quand on investit en bourse, quand on investit sur les marchés financiers, on n'a pas que des actions, on diversifie ses placements avec de l'or, avec des obligations, avec des actions, avec de l'immobilier, etc. Alors, je sais, quand je dis immobilier, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'aurais pas les moyens, j'ai pas forcément les moyens d'acheter des biens immobiliers. » Oui, mais tu peux passer via des SCPI, etc. Il y a des ETF immobiliers. Enfin, il y a plein de choses pour acheter de l'immobilier de manière détournée sans devoir faire des prêts, etc. Donc, c'est tout à fait gérable, c'est tout à fait faisable de gérer ce qu'on appelle les drawdowns, de gérer les crashs boursiers. Il y a plein de gens qui le font, hein. Il y a plein de mecs qui, en 2008, sont pas fait rincer par la bourse. Il y a plein de gars qui, en 29, ont tenu le coup grâce aux obligations, grâce à l'or, etc. Et si vous y connaissez rien en produits financiers, vous pouvez faire gérer votre argent par des entreprises privées. Et de toute manière, dans ce cas-là, on créera un fonds d'État qui sera géré par les meilleurs traders avec divers placements, risques, des placements sans risque à 3-4%, donc ça fait 1 ou 2% réel par an, des placements faibles modérés à 5-6%, des placements avec un peu plus d'agressivité, où on vise 8, à peu près 8%, puis des placements plus agressifs où on vise 10-12, et puis des placements très agressifs, des fonds très agressifs où on vise 15-20% par an. Voilà, donc les gens après répartiront dans les fonds qu'ils veulent, et puis s'ils n'ont pas envie, s'ils veulent gérer eux-mêmes, ils peuvent le faire. Et voilà, c'est comme ça que ça marche la capitalisation. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Vous en faites pas, je vous ferai une bonne vidéo explicative. C'est pas sorcier et c'est beaucoup moins risqué que ce que l'on croit. Voilà. Donc, chômage limité à 3 mois. Bah ouais, les gars, là on va virer du monde. Donc, il y a 4 millions à 5 millions de personnes qui vont partir. On va relancer la croissance. Les entreprises vont devoir carburer à pleine balle parce que on va être beaucoup plus compétitif avec les mesures fiscales que j'ai mis en place, avec les détaxes, etc. Donc là, il n'y aura plus de raison de garder des chômages longs. Et donc ça fera économiser quand même 25 milliards chaque année. Alors, autre économie, suppression des aides au cinéma et aux médias publics. Voilà, non, les Français en ont marre de se faire rincer par l'État pour payer le cinéma français qui est pourri. Il n'y a pas un seul film bon qui sort aujourd'hui, franchement. Je vois pas pourquoi ce serait aux Français de payer les échecs et les trains de vie des réalisateurs et des acteurs qui prennent des millions d'euros chaque année. C'est inacceptable. Il y a des Français qui galèrent et on paye ces gens-là des millions et des millions
Non, je suis pas d'accord. Ils se démerdent, libre concurrence. Ils ont qu'à se battre dans la cour des grands avec Netflix, Amazon, avec Disney, avec Hollywood, etc. et faire du bon cinéma et vendre des places. Voilà. Sinon, tant pis, on regardera des films américains. Donc 4,5 milliards d'euros. Et en plus, hein, excusez-moi, mais c'est toujours eux qui crachent sur les Français, c'est toujours eux qui nous font de la moraline, c'est toujours eux qui accusent les patriotes de fascistes, de racistes, de je ne sais quoi, et qui essaient de nous diaboliser, et qui critiquent tous les politiciens qui essaient de changer les choses. Donc on n'a aucune raison de payer ces médias de gauche. Voilà. Donc on arrête les suppressions, on supprime les subventions aux associations, pour la simple et bonne raison que les associations c'est sur la base du volontariat. On n'a pas imposé aux Français de manière détournée via les impôts et les taxes de donner de l'argent à des associations. Si les gens veulent donner, ils donnent de leur plein gré, mais on n'a pas forcé les Français de subventionner les associations. En plus, vu le nombre d'associations d'aide aux migrants, les associations gauchistes LGBT qui interviennent dans des écoles avec des drag queens et je ne sais quoi, on arrête les conneries. Donc ça fait 12 milliards d'euros économisés chaque année. Suppression des aides publiques au développement des pays étrangers. Donc là, il n'a pas précisé, mais ça, c'est pour les pays étrangers. Écoutez, on donne des centaines de millions d'euros d'aide au développement à la Chine. On donne des milliards à l'Afrique, à l'Algérie ou que sais-je. On arrête ces conneries. On arrête ça. C'est nous qui avons besoin d'aide au développement de la part de la Chine. Je veux dire, on est dans une merde pas possible et on continue de donner des aides au développement à d'autres pays. Mais c'est insensé. Mais comment les politiciens peuvent se regarder dans le miroir en faisant une politique aussi nauséabonde? Voilà, donc ça fait 5 milliards d'économiser chaque année. Suppression d'aide militaire aux étrangers. Alors, j'ai rien contre les Ukrainiens, si vous voulez, mais c'est bon, quoi. C'est bon, on peut plus, c'est trop. C'est trop. Les Français sont essorés. Et puis notre armée a besoin d'argent, je suis désolé. On est en galère d'argent. Tous les chefs d'état-major le disent. On n'a plus d'argent, on n'a même plus de munitions, on n'a plus d'obus. À la première invasion ennemie, on tient 2 jours, on a 2 jours de munitions. Et donc, on donne de l'argent au Sahel ou je ne sais quel pays d'Afrique ou machin, en Ukraine. Non, ça n'a pas de sens. On arrête les conneries. Donc, 2 milliards chaque année économisés. Quitter l'OTAN. Voilà, le général de Gaulle avait raison de ne pas vouloir rejoindre l'OTAN et donc je pense que c'était quelque chose de très bien et je pense qu'il faut quitter l'OTAN. Cette chose va nous amener à la guerre. On n'a pas besoin de l'OTAN, on a la bombe nucléaire, on a un pays souverain militairement, on a Dassault, MBDA, Thales, Safran. Enfin, je veux dire, on est un pays, on est un grand pays encore. On peut dire ce qu'on veut, mais on est pris au sérieux à l'échelle internationale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la capacité de rayer de la carte des continents, en fait. Et nous, on a la capacité de le faire. Donc, on n'a pas besoin de l'OTAN. Voilà. Donc, 1,5 milliard d'économisés. On quitte l'ONU, toutes les agences supranationales, tous ces trucs, UNESCO, machin. On arrête ça. Toutes les agences qui veulent supranationales qui veulent dicter la politique à la France, on arrête. On est des souverainistes, on est des patriotes. Il est hors de question de se faire dicter notre politique intérieure par des agences supranationales comme l'ONU. En revanche, on reste dans l'Union européenne, même si, attention, comme j'ai dit, j'ai 2-3 lignes rouges, notamment sur les produits agricoles, pour protéger les agriculteurs. Sur 2-3 sujets comme ça, j'ai des lignes rouges. Donc ça ferait économiser quasiment 1 milliard par an, à peu près 600 millions chaque année. Donc lutte renforcée contre la fraude à la Sécu, 15 milliards par an d'économiser. Vous savez, par exemple en Algérie, il y a plein de gens qui touchent de l'argent, de la sécurité sociale, de gens qui sont mortes et qui ne le déclarent pas. Enfin, il y a énormément de fraude. Donc 15 milliards d'euros chaque année. Il y a des arnaques aussi qui sont faites à la Sécu. Fermeture des ambassades en Afrique, ça en fait je le garde en carte bonus parce que ça représente pas grand chose, 400 millions d'euros. Je le garde en carte bonus au cas où ils ne veulent pas récupérer leurs ressortissants qu'on voudrait leur expédier.
qui sont sous OQTF. S'ils n'acceptent pas les personnes qu'on va renvoyer, eh ben on va leur mettre la pression diplomatiquement au niveau commercial aussi. On fermera les ambassades et puis on les renverra de force, etc. Enfin, on sera en bras de fer avec eux. Donc ça, c'est entre guillemets la carte bonus. On va pas forcément l'appliquer. Donc nationalisation et revenus d'État. On va nationaliser certaines boîtes qui me semblent vitales et stratégiques. Donc notamment sur l'énergie, on rachète tous les concurrents d'énergie de EDF. Et donc ça nous rapporterait environ 10 milliards chaque année. Rachat des concessions Vinci, Eiffage, sur tout ce qui est autoroute en fait. Donc ça fait 8 milliards par an. Tout ce qui est aéroport, port, etc., machin, ça nous rapporterait environ 3 milliards chaque année. Voilà. Donc ça, c'est les ports maritimes, excusez-moi. Donc là, on était sur les aéroports, et donc les ports maritimes, pareil, ça me semble stratégique et vital, on nationalise. Jeu d'argent, FDJ, monopole d'État, on nationalise, et ça nous rapporterait 5 milliards chaque année. Et on fait travailler les détenus. Alors ça, c'est une mesure qui va déplaire à la gauche, mais je suis sûr que nos camarades de droite seraient tout à fait d'accord. On paye ces gens à être en prison toute leur life. Ça n'a pas de sens. Autant les faire travailler. On les fait travailler. Donc, s'il n'y a pas d'usine française qui souhaite faire travailler ces gens-là, eh ben moi, j'ai aucune pitié. On appellera des entreprises chinoises, mais ils mettront leurs usines dans nos prisons, et puis on les fera charbonner 40 heures par semaine, et on leur mettra 90% d'impôts aux détenus. Et donc, ça nous ferait gagner 1,7 milliard par an. C'est fini d'être en prison, de se la couler douce et de coûter des milliards chaque année à la France. Voilà. Donc, maintenant, l'exploitation des ressources naturelles françaises. Le gaz de schiste, par exemple, c'est une ressource qu'on n'utilise pas, qu'on n'exploite pas, et on pourrait gagner 15 milliards d'euros chaque année en utilisant le gaz de schiste et en le revendant ou en l'utilisant pour faire des économies. Donc, maintenant, on extrait le gaz de schiste. On réouvre nos mines, notamment de charbon. Donc en Lorraine, Massif Central, etc. Ça nous ferait gagner environ 3 milliards chaque année. Je ne vais pas faire tout le détail. Vous avez tout ici. Voilà. Toutes les taxes sur les ressources souveraines. Et donc, ça nous rapporterait un total de 35 milliards par an. Alors, il y a des choses qui ne sont pas forcément des ressources comme taxe sur la publicité numérique. Parce que, là, franchement, il y en a marre de se faire harceler de publicité à chaque fois qu'on est sur Internet. Donc, on met une petite taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des publicités. Petite vignette poids lourd étranger qui traverse le territoire. Redevance revalorisée pour Orange, etc., qui utilise le réseau France Télécom. Hein. C'est un réseau national. Ils s'en servent gratuitement. Donc, pas normal. On les fait raquer. Et donc, les mesures démographiques. Alors, ça, c'est sur les expulsions, en l'occurrence. Donc, il y a à peu près 3,5 millions de personnes qui vont partir de par eux-mêmes, très probablement, avec donc les OQTF qu'on va mettre. Et il y a environ 1,5 million de personnes qui vont peut-être jouer les rebelles. C'est des chiffres de simulation, d'accord ? Et donc, voilà, c'est 1,5 million de personnes qui seraient un peu récalcitrantes à l'idée de partir. Et c'est à eux qu'on va geler les avoirs. Et donc, il nous faudrait à peu près 2 à 5 ans pour expulser ces 4 à 5 millions de personnes qu'on souhaiterait faire partir. Donc, ça, ce serait les impacts budgétaires. Évidemment, on ferait des économies sur tout ce qui est RSA, APL, HLM, Sécu, etc. Donc, ça permettrait de réallouer des HLM aux Français qui galèrent et qui sont dans la rue et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, le marché du travail, évidemment, sera un petit peu tendu parce que ça fera beaucoup de départs. Et par définition, une hausse des salaires parce que les patrons vont galérer à recruter. Donc, pour attirer les Français et notamment les fonctionnaires qu'on va gentiment remercier de la fonction publique et qui ne servent à rien pour une partie d'entre eux, pas tous évidemment, mais pour une partie d'entre eux, eh bien les salaires seront probablement revus à la hausse
Sinon, les employeurs arriveront juste pas à recruter. Il y aura un coût pour les expulsions, pour les environ 1,5 million de personnes qui seront expulsées de force. Mais ce coût sera endigué par les avoirs gelés en fait, de ces gens-là. Et il y aura même un petit surplus de 6,4 milliards qui sera réinjecté voilà, en one shot dans la dette. La baisse de la TVA, voilà, il y aura moins de consommateurs par définition, parce que s'il y a 4 à 5 millions de consommateurs en moins, il y aura moins de recettes via la TVA, donc ça fera environ 3 à 5 milliards par an de TVA en moins. Mais malgré ça, l'économie de tout ça mis bout à bout est d'environ 10 à 15 milliards chaque année, donc c'est pas rien, c'est même énorme. Et donc, c'est une mesure, moi, je trouve extrêmement positive et qui permet de prioriser les Français sur tout ce qui est HLM, tout ce qui est emploi, tout ce qui est aide sociale. Voilà, c'est préférence nationale. Au bout d'un moment, je veux dire, les Français en ont marre, c'est pour ça qu'ils votent RN. Fondation, subvention supprimée. Alors, pareil que pour les associations, on arrête de subventionner les fondations à la con. Alors, pas toutes, évidemment. Les fondations du patrimoine français, on va continuer de les financer. Les fondations catholiques, on va continuer à les financer. Les fondations, voilà, tout ce qui a trait à la culture française, recherche contre le cancer, contre la santé, etc. Tout ça, on garde. C'est des fondations qui sont, on va dire, très importantes pour notre identité et puis pour les Français. Donc ça, évidemment, on les garde. Mais tout ce qui est Institut du monde arabe, tout ce qui est fondation pour la mémoire de l'esclavage, fondation pour la mémoire de la Shoah, fondation pour les LGBT, blablabla. Enfin, je veux dire, l'esclavage, la Shoah, etc. C'était il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. C'est bon, quoi. C'est bon. On va arrêter de racketter les Français. Je veux dire, les fondations, c'est comme les associations. C'est sur la base du volontariat. Voilà. Donc, je suis certain que sur la mémoire de l'esclavage, sur la mémoire de la Shoah, etc., Israël se fera un plaisir de financer ceci. Les pays africains se feront un malin plaisir à financer cela. Donc, il n'y a pas à ce que l'argent des Français aille là-dedans. Voilà. La politique de repentance, on en a marre de se faire accuser de tout et de rien. C'est bon, on en a marre. Donc, tout ce qui est LGBT, tout ce qui est lié à l'islam, antiracisme, aide aux migrants et fondations inutiles. Voilà, donc tout ça, ça nous fait économiser 161 millions d'euros par an. Ça permettrait d'ouvrir une université ou un hôpital, ou réouvrir des lits d'hôpitaux qui ont été fermés par Macron. Voilà, ça me semble un peu plus important que toutes ces conneries. Voilà. Donc, taxe sur le luxe. Ça, j'aimerais coordonner ça à l'échelle européenne pour vraiment avoir un impact et que les riches, en fait, n'aient pas le choix. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on fait ça à l'échelle française, par exemple, les taxes sur les jets privés, bah, rien n'empêche les mecs d'atterrir, je sais pas moi, en Belgique ou au Luxembourg ou à Monaco ou en Suisse ou à Andorre, etc. Enfin, Barcelone plutôt. Et ensuite de venir en voiture. Donc, pour éviter ça, il faut coordonner à l'échelle européenne. Donc, mettre des taxes évidemment sur les jets privés, par exemple. Donc, taxes progressives. Alors, pour les avions qui ont moins de 5 ans, on taxe à 150 € par vol, par survol du territoire. Pour les avions qui ont entre 5 et 10 ans, ça monte à 300. Pour les plus vieux avions, 500, 900 et 1500. Plus l'avion est vieux, plus il pollue, plus on taxe. Pourquoi j'augmente les taxes au fur et à mesure que les jets privés sont plus vieux ? Déjà pour des questions, on va dire, écologiques, ce serait une mesure écologique, mais aussi pour inciter les millionnaires et les milliardaires à racheter des jets privés neufs. Et la France est un fabricant de jets privés. On a Airbus, on a Dassault Aviation, on fabrique des super beaux avions. Donc ça permettrait indirectement peut-être de relancer et d'aider un petit peu nos entreprises liées à l'aviation de luxe et à augmenter la croissance de ce secteur, créer des emplois, réindustrialiser un petit peu ce secteur. Mais ça, ce serait bien de le coordonner à l'échelle européenne. Donc ça ferait à l'échelle européenne 320
millions de recettes et pour la France, environ 48 millions. C'est toujours ça à prendre, hein, j'ai envie de te dire. Là, ça taxe que les plus riches. Ça ne coûte rien aux pauvres ou aux vols commerciaux. Voilà, si vous avez envie de prendre un vol pour aller en Grèce, voilà, vous n'allez pas vous faire racketter. Voilà. Alors, ensuite, voiture de luxe. Donc, c'est quoi les critères des voitures de luxe? Alors, attendez, juste, je reviens là-dessus, pour éviter que les mecs, ils esquivent. Donc, on fait ça, évidemment, à l'échelle européenne. Il m'a pas mis les détails. Bref, donc, ensuite, on passe aux voitures de luxe, les voitures de sport. Alors, on va faire des critères assez précis sur les voitures de sport. Il faut que le prix d'achat du véhicule soit supérieur à 100 000 euros ou que la puissance soit supérieure à 400 chevaux. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux d'ailleurs. Et comment on impose cette taxe? Pour les véhicules de moins de 3 ans, on impose une taxe de 0,5% du prix d'achat du véhicule. Donc, prix moyen environ 150 000 euros sur les véhicules de luxe, ça ferait gagner environ 7 millions d'euros par an. Sur les véhicules de 3 à 7 ans, 1% du prix d'achat du véhicule chaque année. De 7 à 12 ans, 1,5%. Et de 12 à 20 ans, 2% du prix d'achat tous les ans. Pourquoi cette mesure? Encore une fois, pour inciter les plus riches à racheter des véhicules neufs et donc à soutenir l'économie en fait européenne et même française, parce que il y en a, cette taxe, ça va les faire chier. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, au lieu de s'acheter une Maserati ou je ne sais quoi, ils vont s'acheter une Peugeot ou une Renault ou que sais-je. Et au pire, s'il achète une voiture étrangère, de toute manière, il va falloir qu'il la fasse réimmatriculer en France et il faudra qu'il paye la taxe. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Option A, on gagne. Option B, on gagne. Et ça touche que les plus riches, ça touche pas les pauvres. Voilà, mesure qui rapporterait quand même 100 millions d'euros, c'est pas rien, c'est toujours ça à prendre. Donc, en fait, c'est une rente annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, tu payes 0,5, 1%, 1,5, 2% de la valeur de ta voiture, chaque année. Alors, taxe sur l'immobilier ultra luxueux. Donc, comme j'ai dit, j'ai enlevé les impôts fonciers. Mais là, je veux les réinstaurer à hauteur de 0,5% pour les propriétés supérieures à 10 millions d'euros. D'accord? Donc, ça représente, rien que pour la France, 400 millions d'euros de recettes. Donc, ça touche vraiment que les plus riches. En plus, c'est une taxe foncière assez indolore pour les gens qui ont des propriétés à plus de 10 millions d'euros. Ils ne sont pas à 0,5% près. Et par contre, ça permettrait de rapporter 400 millions d'euros chaque année. Donc juste sur cette mesure. Sur les yachts, donc tout bateau de plaisance de plus de 20 mètres, c'est évidemment les yachts de luxe. On ne va pas taxer les petits bateaux de plaisance que les retraités ont pu s'acheter. Ça n'a pas de sens. Donc les bateaux de plus de 20 mètres, dont 60% de la surface intérieure est dédiée à l'habitation ou au loisir, paye une taxe unique à chaque entrée sur les eaux territoriales européennes, quelle que soit son immatriculation, son pavillon ou sa classification officielle. La seule taxe par entrée, même si le bateau reste plusieurs mois, enfin, une seule taxe par entrée évidemment, critères physiques infalsifiables, donc voilà. Donc de 20 à 30 mètres, 500 euros. Pour les yachts de 30 à 50 mètres, 1500 euros. De 50 à 80 mètres, 4000 euros. De 80 à 120 mètres, 10 000 euros. Et plus de 120 mètres, les méga yachts, 25 000 euros. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils sont pas à 25 000 euros près. Ça, les gars, c'est ce qu'ils dépensent en vin en une semaine, en pinard, juste pour picoler. Ça, c'est ce qu'ils dépensent tous les jours en shopping. Ça, c'est ce qu'ils dépensent des fois juste pour manger dans des restos étoilés. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils dépensent pour dormir dans des suites au Meurice,
au Ritz, à Monaco, ou que sais-je. Donc ils s'en foutent. 25 000 euros, ils vont pas le sentir. Pour eux, c'est comme si pour toi, c'était, je sais pas, 0,0001 centime. Ça ne représente rien. Donc ça va pas les dissuader de venir passer leurs vacances sur la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, la Côte d'Azur et la Méditerranée, c'est tellement beau que ils seront forcés de payer. Donc pour nous, ça nous ferait gagner 16 millions d'euros par an. Toujours ça à prendre. Une taxe de 0,1% sur les mises des jeux d'argent supérieurs à 100 000 euros. Alors, pourquoi il m'a... Ah oui, voilà. Donc ça ferait gagner environ 20 millions d'euros par an sur la France. Donc pour les gros joueurs de casino, etc. 0,1%, ils vont pas le sentir, ils s'en foutront. Mais nous, ça nous fait gagner 20 millions d'euros. Toujours bon à prendre. Golf et clubs privés, donc tous les clubs de golf très chers, à plus de 5 000 euros par an, etc. Les clubs VIP, ultra luxe, machin, on taxe. On taxe à 1 ou 2% des cotisations annuelles. Donc 5 millions d'euros en plus pour la France. Toujours bon à prendre. Alors ça, c'est une mesure que j'ai voulu mettre en place déjà donc c'est les taxes sur la vente du marché d'art qui quitte le territoire européen ou le territoire français. Et on met une taxe à 30% pour que les œuvres restent chez nous, pour qu'il y ait un effet dissuasif. Et pour que si on perd une œuvre, qu'au moins on ait quelque chose à gagner. Et donc ça permettrait à la France de gagner à peu près 50 millions chaque année et d'avoir un effet dissuasif sur l'évasion en fait de nos œuvres d'art, tout simplement. Ça fait toujours mal au cœur quand il y a une belle œuvre qui part au Qatar ou aux Émirats ou aux États-Unis ou en Chine. Moi, ça me fait mal au cœur, surtout quand c'est du vrai patrimoine, quand c'est de l'art contemporain dégénéré, on s'en fout. Mais quand c'est une œuvre classique, un grand tableau, etc., il y a quand même un pincement. Donc cette taxe permettra de diminuer, d'avoir un effet dissuasif. Ça fait mal, hein. Imaginez, vous achetez une œuvre à 1 million d'euros, vous avez un budget d'1 million, on vous demande 300 000 euros de plus, c'est chiant. Bon, voilà. Donc toutes ces taxes-là réunies permettent à la France de récupérer quasiment 1 milliard quand même, 637 millions d'euros. C'est pas rien. Ensuite, une taxe sur les palaces. C'est pas une taxe vraiment qu'on met sur les entreprises, mais juste la taxe de séjour qu'on capte sur les touristes, elle est majorée pour les établissements classés palace en France. Et donc, elle est de 50 euros par jour et par personne. Pareil, ils vont pas le sentir passer, les gars. 50 euros, c'est ce qu'ils dépensent. Ils achètent rien à 50 euros tellement les palaces en moyenne c'est 2000 à 3000 euros la nuit au minimum. Donc 50 euros par nuit par personne, ils s'en foutent. Donc ça permettrait de récupérer environ 44 millions d'euros supplémentaires. Donc c'est toujours bon à prendre. 44 millions de plus, pourquoi pas. Alors, la vision stratégique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quand même derrière ce programme économique une volonté de souveraineté, une volonté aussi de coopération avec certains alliés européens, notamment, appliquer certaines mesures à l'échelle européenne pour qu'elles soient plus efficaces. Pourquoi, par exemple, je veux appliquer ces taxes, les taxes sur les yachts à l'échelle européenne, pour pas que les mecs, par exemple, contournent les frontières maritimes françaises pour aller dans les autres pays. C'est un exemple. En fait, je veux vraiment que les mecs puissent pas esquiver ce genre de taxes. Donc, il vaut mieux le faire des fois à l'échelle européenne pour notre propre intérêt à nous. C'est là qu'on peut voir que des fois, l'Union européenne, ça peut être un outil intéressant quand il est bien utilisé, évidemment. Donc, bref, les 4 piliers stratégiques de la souveraineté française. Énergie, alimentation, industrie, finance. Donc, c'est les 4 secteurs où on souhaite être stratégique. Donc, l'énergie, on va
mettre le monopole d'État sur l'énergie, extraire les gaz de schiste, énergie renouvelable offshore, etc. etc. L'alimentation, protectionnisme sur l'agriculture, sur ce qu'on peut produire chez nous, etc. Donc avec des taxes très élevées, et j'ai mis 40%. Si on voit, admettons, si on voit que c'est pas assez et qu'on continue à avoir trop d'importations étrangères par rapport à ce qu'on produit, on montera à 80% ou à 100%. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Industrie, réouverture de certaines mines. Il y a des choses qu'on n'exploite pas en France, ça n'a pas de sens. Donc, on réouvre les industries. Finance, donc capitalisation, système de retraite par capitalisation. On change le système de retraite, c'est, on va dire, la pièce essentielle, la pièce moteur de notre programme économique. Ça nous fera économiser des dizaines de milliards chaque année, voire même des centaines de milliards. À terme, ce sera des centaines de milliards d'économies chaque année. Et ça permettra d'avoir d'ailleurs des meilleures notations pour le marché obligataire et d'emprunter moins cher, etc. Et donc, à terme, d'être encore moins endetté, parce que plus vous empruntez avec des taux élevés, plus ça fait mal sur la dette. Et donc, le but, c'est évidemment de désendetter la France. Là, on est à 119%, je crois, de dette sur PIB. On veut essayer de tomber sous les 100%. On veut essayer d'avoir plus de PIB, plus de croissance de PIB que d'endettement. Voilà, tout simplement. Donc l'architecture géopolitique. Il faudrait réussir à pacifier l'Ukraine et la Russie pour rétablir des liens diplomatiques avec nos partenaires et nos voisins russes, notamment sur l'énergie. Ils ont un gaz et un pétrole très bon marché. Ils ont des infrastructures industrielles colossales. C'est un partenaire qui est très intéressant. C'est dommage de s'en priver. Ça nous permettrait d'avoir du pétrole souverain européen. On peut dire ce qu'on veut, mais les Russes sont des Européens. Ce ne sont pas des gens de je ne sais quoi. Ce sont nos frères. Donc, autant collaborer avec eux. Regardez, avec toutes ces conneries de Détroit d'Ormuz, là. Si on achetait le pétrole et le gaz aux Russes, on aurait sûrement des bien meilleurs tarifs que ce qu'on a actuellement. Mais voilà, on s'est fâché avec eux, donc on paye plein pot. Pareil, partenariat commercial avec la Chine, usine chinoise dans les prisons françaises, parce que je sais que le patronat français, moralement, n'acceptera pas de faire travailler les prisonniers français, donc j'utiliserai très probablement des sociétés chinoises pour le faire. Mines, technologie, industrie, etc. Voilà. On va renforcer les liens commerciaux avec la Chine. Je pense que dans le monde qui arrive, et vu comment la Chine monte, il vaut mieux être ami avec les Chinois que ennemi des Chinois, je pense. Voilà. Union européenne, on renforce l'alliance, notamment sur la défense. On essaie de se dévassaliser de l'OTAN. Et je pense que le seul moyen d'être dévassalisé des États-Unis, d'être dévassalisé de l'OTAN et de toutes ces ONG supranationales, c'est de collaborer entre nous, entre Européens. On est des peuples on se connaît bien. Enfin, je veux dire, ça fait des milliers d'années qu'on interagit entre nous, qu'on guerroie entre nous, qu'on commerce entre nous, qu'on philosophe entre nous, etc. Qu'on échange nos cultures, etc. Donc, voilà, on est tous une grande famille, si on veut. Autant collaborer. Et je pense que stratégiquement, d'un point de vue de défense notamment, être seul, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent pour diverses raisons. Déjà, niveau puissance, évidemment, un pays, même si la France est très puissante, est moins puissante que 27 pays alliés militairement. Mais ça permet surtout de faire des modèles standards. Il y a le standard OTAN, actuellement on est dans le standard OTAN, donc c'est-à-dire armes américaines, protocole américain, munitions américaines, blablabla. Pourquoi pas faire un standard européen ? Pourquoi pas avoir cherché la souveraineté militaire européenne ? Ce serait du gagnant-gagnant. Au lieu d'acheter des armes aux États-Unis, par exemple, les Polonais, les Allemands achètent beaucoup d'armes aux États-Unis, on crée un équivalent de l'OTAN en Europe, et dans lesquels il n'y a que des armes européennes qui sont vendues. Voilà, comme ça, les Allemands achèteront du Dassault.
Comme ça, les Allemands achèteront des canons César. Comme ça, les Polonais achèteront des missiles Hammer 2, etc., etc. Et donc, ça, nous, individuellement, ça sera bénéfique pour nous, parce qu'on a une très grosse industrie de défense. La France, c'est le seul pays sérieux en Europe avec une industrie de défense, quoi. Il y a un peu l'Allemagne, il y a un petit peu la Suède, il y a un petit peu l'Italie, il y a un petit peu l'Angleterre. Il y a un tout petit peu l'Espagne, mais c'est risible. Maintenant, j'ai envie de vous dire, même l'Ukraine, ils sont au-dessus d'eux, quoi. Pourtant, ils ont 3 francs 6 sous, les Ukrainiens. Enfin, c'est un pays pauvre. Mais même eux, aujourd'hui, ils sont plus forts militairement que la plupart des pays d'Europe. Et ils sont plus souverains militairement parce qu'ils fabriquent leurs propres drones, ils fabriquent leurs propres obus maintenant. Voilà, ils ont compris que sans l'aide des États-Unis, c'est plus compliqué. Donc voilà. Alors, futur membre de l'UE pour l'Ukraine. Pourquoi je veux faire ça? Tout simplement pour essayer de négocier une paix avec la Russie. Moi, ce que je propose aux Russes, ce qu'il faudrait proposer, c'est leur dire, déjà dire aux Ukrainiens, là, les 4 oblasts, écoutez, laissez tomber, Poutine ne va jamais lâcher là-dessus. Donc ça sert à rien de perdre tous les hommes en âge de se battre de votre pays pour 4 oblasts que vous ne garderez jamais. Donc laissez tomber ce truc-là. En revanche, on vous met dans l'Union européenne, comme ça vous avez une garantie de protection militaire. Mais pour faire ça, il faut que l'Union européenne, que tous les membres de l'Union européenne quittent l'OTAN avant. C'est ça qui est pas facile à faire. Donc c'est un peu idéal, mais j'ai mis ça un peu en bonus. Et donc on rend les avoirs gelés de la Russie pour les inciter à signer la paix avec les Ukrainiens. On leur rend les avoirs gelés, et puis après, on recommence à commercer donc avec les Ukrainiens, les Russes, et puis tout va bien. Donc USA, relation normale, ni plus ni moins qu'un autre pays, voilà. Afrique, alors ça, encore une fois, la rupture avec fermeture des ambassades, c'est la carte bonus, ok. Alors, on le fait que si ils nous laissent pas le choix de le faire. Donc OTAN, ONU, ciao, et Turquie, on a besoin d'eux, parce que c'est un pays qui est assez neutre dans tous les conflits, pour négocier une paix entre l'Ukraine et la Russie. Ça me semble être un pays assez approprié pour faire cela. Alors, estimation de croissance. Longue vidéo, je crois que c'est ma plus longue vidéo sur ma chaîne aujourd'hui. Alors, avec l'impôt sur les sociétés à 20%, ça a un impact qui est assez fort sur la croissance. Et en plus, on taxe toutes les entreprises étrangères. Donc, ça permet de jouer à carte égale avec les entreprises françaises. Donc, fort impact sur le PIB français. Donc, impôt sur le revenu plafonné à 20%, ça a un impact modéré, mais ça incitera quand même, modéré dans le sens positif, mais bon, en fait, ça va inciter les entrepreneurs, les riches, etc., à revenir en France, et donc à reconsommer en France, à réentreprendre, etc., en France, à mettre fin à l'évasion fiscale ou l'évasion des cerveaux, en fait. Budget équilibré à partir de la 2e année. Donc en fait, à partir de la 2e année, on va commencer si vous voulez, on va commencer à rembourser la dette. C'est à peu près vers la 2e année qu'on va commencer à être rentable avec ce programme et à pouvoir rembourser la dette. Donc ça, forcément, ça a un très fort impact sur le PIB parce que ça fera baisser les taux d'intérêt, donc les entreprises pourront emprunter à moins cher et se développer plus vite, donc augmenter leur croissance de développement, etc. etc. Énergie, monopole d'État, donc ça, ça a un impact modéré, mais ça permet d'avoir des tarifs assez bas sur l'énergie, mais c'est un impact quand même significatif. Protection agricole de 40%, ça relancera forcément l'agriculture en France. Donc ça aura un impact modéré dans tout le secteur agricole et sur la croissance du PIB lié à ce secteur. Mine de schiste, donc tout ce qui est, on va dire, minerais et gaz et ressources naturelles françaises relancées, ça aura un très fort impact, mais c'est long à mettre en place. C'est pour ça qu'on estime environ 5 ans, parce que va falloir construire des usines, construire des infrastructures, fabriquer le matériel, etc., etc., faire
créer les protocoles, etc. Enfin, légiférer évidemment dessus. Donc ça va prendre un peu de temps à être mis en place, mais une fois que ce sera mis en place, ça va rapporter beaucoup d'argent. Donc le plein emploi, évidemment, ça a un impact très positif sur la croissance. Retraite à capitalisation, à partir de 10 ans, ça commencera à avoir un impact extrêmement important sur la croissance. L'armée européenne, énorme impact budgétaire sur les budgets de l'armée. C'est aussi pour ça que je veux le faire, c'est pour faire baisser les budgets militaires. Admettons, on met le standard européen, par exemple, sur les chars d'assaut. Donc on fait un char d'assaut européen, par exemple, on décide que on fait le fameux EMBT entre l'Allemagne, entre le Léopard et le char Leclerc, donc entre la France et l'Allemagne. On fabrique un char en collaboration. Bah écoutez, s'il n'y a que la France et l'Allemagne qui achètent ce char, admettons, à 500 ou 600 exemplaires, bah le char au prix unitaire, admettons, il sera à, je sais pas, 7 millions d'euros, 8 millions d'euros. Mais si c'est toutes les armées de l'Europe qui l'achètent et qu'il y a 1500, 2000, 3000, 4000 chars qui sont achetés, bah là, le prix unitaire, il sera divisé par deux. Bah, plus tu commandes en masse, plus, évidemment, le prix unitaire baisse. Et ça, c'est pour absolument tout. Les munitions, les treillis, les missiles, les avions, ça coûte cher la défense. Donc si on standardise à l'échelle européenne, non seulement les carnets de commandes de nos entreprises, et notamment des entreprises françaises, seront pleins ad vitam aeternam, mais en plus, ça coûtera moins cher à la France parce que les budgets seront à l'échelle européenne, les carnets de commandes seront à l'échelle européenne. Donc, très fort impact sur la croissance en France. Taxes, luxe, voilà, un impact modéré. Et la flat tax plus protection douanière, un petit impact négatif. Voilà, c'est modéré. Voilà. Donc si on fait l'addition, on est quand même sur un plan de relance de croissance du PIB. Et c'est ça que je voulais vraiment rechercher à faire. Rembourser la dette et relancer la croissance économique. Et pour que les Français s'enrichissent, et surtout les Français du bas. Donc voilà. Projection du PIB sur 20 ans. Donc à partir de 2027, on commence à partir de 2027. 0,5% sur la première année, 1,8% à partir de l'année 2, 2,5%, 3% et 20% à partir de 10 ans. Et donc voilà, 3,5% à partir de 20 ans. Donc un PIB estimé à 5,2 trillions d'euros, ce qui commencerait à être vraiment pas mal. Et avec un PIB aussi élevé et une croissance constante entre 3 et 4%, ça permettra d'augmenter le niveau de vie des Français inévitablement. Et je ne vais pas vous mentir, si le patronat ne veut pas augmenter et continuer à capter toutes les richesses et maintenir les salaires au SMIC pour une trop grosse partie de la population alors qu'on leur a fait des très gros cadeaux fiscaux, on va pas trop leur laisser le choix. Voilà. On va dialoguer avec eux un peu comme Poutine. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On fait des cadeaux, mais on attend aussi de l'autre côté si vous voulez, on attend aussi un geste. Donc, évolution de la dette publique. Donc, 3500 milliards à partir de 2027. Donc, ça fait 118-119% du PIB. La première année, forcément, il y aura un peu moins de PIB parce qu'on va virer plein de gens, etc. Donc, ça va monter un petit peu la dette. Puis après, à partir de l'an 2, vu que la croissance et que les économies vont commencer à vraiment faire leur effet, là, on va commencer à diminuer la dette sur PIB. Et au bout de déjà 5 ans, on revient à l'équilibre. On est à 100% de dette sur PIB. Et au bout de 10 ans, là, on commence à être confort. 69% de dette sur PIB, c'est bien pour la santé d'un pays. Et au bout de l'an 20, on sera à peu près à 19% de dette sur PIB. Ce qui nous laissera une grosse marge de manœuvre pour réemprunter derrière, évidemment pas pour faire de l'assistanat comme l'a fait l'État français à nourrir et à sauver toute la planète, mais plutôt pour en fait augmenter encore plus notre croissance. Par exemple, en investissant dans des technologies révolutionnaires, en investissant dans la santé, la recherche médicale notamment, lutte contre le cancer ou contre d'autres maladies
auxquels on fera face d'ici 20 ans, dans l'industrie, etc. Voilà, on pourra réemprunter, et en plus avec des taux assez favorables, pour encore plus augmenter notre croissance, encore plus augmenter notre PIB, et encore plus augmenter en fait notre niveau de vie. Après, il faudra toujours essayer d'être équilibré par rapport à la dette sur PIB. Moi, je pense qu'il faut éviter... La ligne rouge, je pense qu'elle doit se situer à partir de 80% de dette sur PIB. À partir de 80%, là, il faut commencer à remettre à resserrer un peu la vis sur les budgets de l'État, sur le gaspillage, le gaspillage si on veut, sur les dépenses de l'État, grosso merdo, sur les aides sociales, etc., pour redescendre tout doucement. Après, 19% de dette sur PIB, c'est très faible. On pourrait se permettre de rester plutôt autour de 30 ou 40 en fourchette basse, et aussi entre 40 et 80%. Voilà, ça me semble bien de jongler dans cette tranche-là. Et donc, au total, le récapitulatif de tout ça, ça nous fait 611,6 milliards d'économies chaque année. 11,6 milliards d'économies chaque année. Donc, soit en économie directement en tapant dans les dépenses de l'État, soit en faisant rentrer de l'argent via des taxes ou via des ressources ou via l'énergie qu'on produirait, etc. Voilà. Donc, ça nous permettrait de récupérer chaque année environ 611 milliards à partir du début de ce programme. C'était une très longue vidéo. Je suis crevé. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Là, je suis vraiment KO, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a pris énormément de temps pour la préparer. Vous n'avez pas idée. Là, il est 5h12 du matin. J'ai passé une semaine, les gars, à faire ce PDF. C'est Claude qui l'a fait. Mais toutes les recherches, trouver les idées de là où je pouvais puiser de l'argent sans trop taper dans le niveau de vie des Français. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de ne pas augmenter les charges et les impôts sur les Français le moins possible. J'ai essayé, j'ai même supprimé des taxes sur la TVA, par exemple, sur les produits de première nécessité, des choses comme ça. J'ai essayé de faire en sorte de prendre des mesures qui permettent de diminuer les charges sur les salaires. En fait, pourquoi je veux baisser les charges sur les salaires ? Parce qu'il n'y a plus de charges sociales, entre guillemets, maintenant. Il y a juste un impôt, par exemple, à 20%, et c'est tout. Il n'y a plus de charges sociales. En fait, le budget de l'État, l'État a un budget, il redispatche directement. Donc l'idée, en fait, c'est non seulement de faire en sorte que le coût du travail coûte moins cher aux entreprises, mais que les employés gagnent plus. Parce que du coup, les patrons ayant moins de charges à déverser pour leurs salariés pourront payer un peu plus leurs salariés. Voilà. Admettons, aujourd'hui, je sais pas, vous versez 2000 € net à votre employé. Pour avoir 2000 € net, ça doit faire dans les alentours de 2700 bruts environ. Donc 2700 bruts, 2800 bruts. Mais pour verser 2800 bruts, le patron paye 40% des charges sociales. Donc au final, grosso modo, il paye environ 3700, 3800 € pour que vous ayez 2000 € au total. Si le patron, il paye, je sais pas moi, 3000 € et que vous, au lieu d'avoir 2000 €, vous avez 2200 €, tout le monde s'y retrouve. Le patron et le salarié. Chacun économise de l'argent. Et c'est ça, en fait, que je vais mettre en place. Évidemment, si le patronat ne veut pas faire d'efforts, on va l'inciter fortement. On va l'inciter très, très fortement. Soit en réaugmentant le SMIC, soit... de toute manière, même, en fait, ils n'auront pas le choix. Parce que, comme j'ai dit, il y aura quand même une pression sur l'emploi. Parce qu'il y a 4 à 5 millions de personnes avec ce programme qui vont quitter le territoire. Et on va relancer la croissance. Ils vont avoir besoin de main-d'œuvre. Et il y aura sûrement même des pénuries, des petites pénuries de main-d'œuvre. Et donc, dans beaucoup de métiers, ils ne vont pas avoir le choix d'augmenter les salaires pour pouvoir recruter. Donc voilà, j'ai essayé au mieux d'impacter le moins possible les Français des classes moyennes et les plus démunis. J'ai aussi laissé du laisse aux riches. Je les laisse plus facilement entreprendre, je les taxe moins. Je suis plus clément fiscalement avec eux, mais voilà, j'ai certaines attentes. Donc plus d'évasion fiscale possible.
Vous êtes taxé sur le passeport, augmentation des salaires, etc. etc. C'est du donnant-donnant en fait. Il faut que chacun fasse un effort. On est un pays, on est une grande famille. Il faut qu'on travaille ensemble pour réussir à se sauver. Donc voilà, c'est un exercice que je vais voulu faire pour montrer par A plus B qu'il est possible encore de sauver la France, à condition d'avoir une réelle volonté politique, d'avoir des couilles, excusez-moi du terme, parce que ça, pour un programme comme ça, il faut vraiment avoir des couilles, parce que là, je remets tout en question avec un programme pareil, et vous verrez que les politiques, si on a par hasard un qui regarde ma vidéo, ils ne prendront jamais ces mesures-là et ils n'essaieront jamais de les faire voter à l'Assemblée. Voilà, ils n'ont pas les couilles, nos politiciens, ce sont des corrompus. Voilà, il nous faut une sixième république et renverser la table et refaire le système de A à Z, sinon on va droit dans le mur. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir, c'est une longue vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça m'a demandé énormément de travail. Je réinsiste là-dessus, mais j'ai bossé vraiment une semaine dessus tous les soirs. C'est un travail colossal. Essayez de commenter si vous avez des choses à améliorer ou des choses à ajouter. Ou si, selon vous, je suis dans l'erreur et mon programme serait catastrophique. Voilà, essayez de me donner votre avis, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. Maintenant, je ne vais plus me prendre la tête. S'il y a des commentaires insultants, je les bloquerai directement. Voilà, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Donc, je vous demande d'être gentil, d'être poli. Ou alors, je vais vous répondre sur votre même ton. Là, dans ma dernière vidéo, il y a des mecs qui m'ont attaqué en étant pas super poli. Bah, je les ai répondu comme eux, ils m'ont parlé. Voilà. Donc, vous plaignez pas si je vous rentre dans l'art, si vous me rentrez dans l'art. Ok, donc, et partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, ça m'aide énormément. Et rejoignez mes autres réseaux sociaux, je vais vous mettre, je le fais jamais, mais en fait, il faudrait que je le fasse. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous mettre mon Telegram et je vais vous mettre aussi mon TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ces deux autres plateformes. Voilà, j'ai encore pas grand monde sur ces plateformes, mais j'aimerais bien que ça monte un petit peu. Merci à vous les gars, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez restés jusqu'au bout.